Là, puisque je vous parlais d'un grand voyage en France, on était en Bretagne, on va aller de l'autre côté, on va aller du côté de la Haute-Savoie, précisément à Bonneville, entre Genève et Annecy, dans le quartier des Îles, qui est en plein renouvellement urbain, comme on dit. Et deux réalisateurs sont allés voir les habitants de ce quartier, les insulaires, comme ils les appellent, dans le cadre d'une résidence d'architecture qui a été initiée par la MA74, la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie. On va regarder la bande-annonce du documentaire qu'ils ont réalisé. Dès que les lumières se rallument, on en parle avec eux. Adam Pugliese et Maxime Faure. A tout de suite. أنا ولفت هنايا هذه 50 عام وأنا ساكنة هنا ولدت وليداتي وكبروا. من عند ربي يسر اللي تيمشي على وجه الأرض كله يخلينا في بلايصنا تنمشيو للتراب. Il y a 3 phases qui sont prévues pour la démolition, avec 3 premiers bâtiments le plus proche de l'avenue de Genève. Donc le bâtiment de vos parents. C'est la fin de quelque chose et le début d'une autre. C'est bizarre de parler comme ça, je trouve. Comme si tu parlais de la mort, quoi. والمير اللي يهضروا على هذا الشيء هذا قول له المير يعطيني الدار قراطوي هو مير يعطي الدار لبن عمو مير يعطيها له قراطوي جو باغ. Je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de nous déménager. Accueillir sous vos applaudissements Maxime Faure et Adam Pugliese. Ils doivent être dans le coin, voilà, ils sont par ici. Alors ils vont pouvoir rentrer sur la scène. Et bonjour à tous les deux. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je vous invite à vous installer. Adam Pugliese, ici, Maxime Faure, juste là. Maxime, vous êtes auteur et réalisateur de films et aussi de séries audio. Adam Pugliese, vous êtes architecte et artiste, diplômé de l'école d'architecture de Nantes. On vient de regarder un extrait de votre film, enfin la bande-annonce en l'occurrence de votre film, et plusieurs des personnages qu'on va voir évoluer ensuite pendant 1 heure. Le film dure exactement 1 heure. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour rentrer directement dans le vif du sujet, c'est quoi leur quartier des Îles à eux? On se rend compte qu'à travers un même lieu, on a une multitude de manières de le vivre. Est-ce que vous pouvez nous les raconter pour chacun des personnages? On les a tous vus, si je ne dis pas de bêtises, hein, dans la bande-annonce. Comment elles se confrontent, ces différentes manières de vivre, très différentes finalement d'un habitant à un autre? Eh bien oui, vous m'entendez, c'est bon. Ça fait bien, votre question fait bien la transition entre ce qu'on vient de voir, c'est l'exposé sur un retour historique sur l'histoire du logement social en France, mais notamment, enfin du logement pardon, collectif en France, mais notamment en Bretagne. Et en fait, nous, l'idée, c'est par l'opportunité que la résidence organisée par la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie nous permettait, c'était d'aller au-delà de l'image et de la photographie et du regard extérieur qu'on peut avoir des grands ensembles, mais de rentrer à l'intérieur et en fait de comprendre qu'est-ce que vivre dans ces logements, en particulier dans ce quartier, pendant autant d'années, pour certaines familles qui ont habité pendant, certaines depuis la construction du quartier au début des années 70, donc pour certaines familles plus de 45 ans. Donc qu'est-ce que ça signifiait d'habiter là, autant dans la grande histoire, mais sur l'histoire du quotidien, les gestes du quotidien, c'est aussi ce qui nous intéressait, de comprendre comment on vit le logement social notamment et ce quartier par le quotidien. Donc c'était de décentrer le regard, pas forcément sur un regard
technique, mais plutôt un regard sociologique sur les manières d'habiter le quartier. Donc c'est pour ça qu'on a suivi les familles, enfin, quelques familles du quartier, et l'idée c'était qu'elles racontent, elles, les familles, leur quartier, leur point de vue sur cette histoire qu'elles ont partagée et qui est en train d'arriver à son terme, puisque le quartier est sur le point d'être entièrement démoli. C'est la disparition des 250, un peu plus de 250 logements dans le cadre du projet de l'ANRU, donc du renouvellement urbain. Les 250 logements vont être démolis, donc il y a 9 bâtiments au total pour laisser place à un nouveau quartier. Voilà. On lit d'ailleurs, Maxime Faure, à propos de votre documentaire, que c'est un peu un témoignage, je ne sais plus les termes exacts, mais que j'ai pu lire dans la presse, on en parle un peu comme, voilà, un peu c'est le dernier témoignage du quartier, comme si le quartier va disparaître, on n'aura plus l'architecture pour s'en rappeler, mais il restera le témoignage à travers votre film. Et la question qu'on se pose quand on arrive dans ce quartier, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire à l'endroit de cette rencontre avec le quartier? Qu'est-ce que le cinéma peut faire face à cet inéluctable? Le quartier va disparaître, les familles sont en cours de relogement. Peut-être nous, ce qu'on se dit à ce moment-là avec Adam, c'est peut-être ce qui reste à faire, c'est un film. Et c'est un film qui va à la fois récolter cette parole, qui va garder une trace mentale aussi justement, Adam parlait des gestes du quotidien. C'est de garder, parler d'architecture, mais parler d'architecture par des gestes du quotidien, des lieux. On va voir un extrait tout à l'heure de simplement un kajibi qui est un espace où une famille, voilà, c'est l'arrière-cuisine. C'est parler, parler d'architecture, mais par le quotidien. Et c'est ce que permet une résidence d'architecture, parce qu'elle permet de prendre le temps. Vous êtes resté 3 mois, hein, c'est ça? On est resté 3 mois. Donc c'est 6 semaines au départ, et avec Adam, on a fait le choix de rester plus longtemps, et avec la confiance aussi de la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie qui nous a permis ça. Mais c'est ça, c'est de se poser des questions. Et c'est ça, une résidence, c'est de prendre le temps, de rechercher, c'est de prendre le temps de rencontrer. C'est un travail d'écoute, ça c'est essentiel dans un travail documentaire. Et un film comme celui-ci, c'est une écoute, mais pas juste une écoute, comment dire, c'est une écoute active, c'est une écoute sincère, c'est une écoute qui permet de comprendre les liens à la fois familiaux, les liens avec le quartier. C'est une écoute qui va nous donner aussi de la crédibilité, parce que ça va nous permettre aussi de montrer qu'on est présent dans le quartier, on habite le quartier, mais on a un réel intérêt pour ce qui se joue là. Et aussi... Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, on a habité pendant 3 mois dans un appartement du quartier, qui a été mis à disposition dans le cadre de la résidence. Et donc, on habitait avec les habitants dans leur quotidien, et on partageait tout leur quotidien, toute la journée, du matin à très tard le soir, les week-ends compris. On faisait nos courses aux mêmes endroits, on se voyait, on se croisait tous les jours, forcément. Mais la question se pose, qui nous sommes? On travaille pour qui? Adam, est-ce que c'est lui l'architecte qui a prévu la démolition? On a cette question-là. Est-ce que moi je suis journaliste? Est-ce que dans le sens où est-ce que je repars le lendemain? Est-ce que on vient chercher du sensationnel? Est-ce qu'on vient chercher du misérabilisme? Toutes ces questions-là, on nous les pose et elles sont justes. Moi, je n'ai pas grandi dans un quartier. J'ai grandi d'ailleurs près de Brest, donc ce chemin qu'on fait vers la Haute-Savoie, je l'ai emprunté aussi. Il y a 73% de chances que vous ayez vécu dans un pavillon. Adam peut en parler. Moi oui, toi différemment. C'est plutôt un milieu rural, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on comprend aussi que le quartier des îles est un quartier où se tissent des liens, et des liens comme dans un village. Donc il y a des liens aussi avec nos propres histoires qui se forment. Et puis Adam, architecte, a une formation d'architecte, donc il amène aussi le quartier dans une histoire plus large, une histoire nationale, une histoire du logement social. Et ça, c'est intéressant pour moi en tant que cinéaste d'avoir accès en fait à cette histoire-là, et de mieux comprendre comment ce quartier a été construit d'un point de vue urbain. C'est de comprendre les espaces au sol, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de digicode, il n'y a pas de barrière. On rentre, on sort, il y a une connexion avec le reste de la ville qui est intéressante et qui n'existe beaucoup moins aujourd'hui dans les nouveaux projets. Vous parliez, Maxime Faure, tout à l'heure de l'écoute que vous avez eue, vous, en tant que réalisateur, auprès de ces habitants-là.
plus que ce qui en ressort dans le film, en tout cas vous, dans votre expérience, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces témoignages, particulièrement dans la peur absolue, dans la crainte, dans la répulsion à partir on voit des personnages de tous âges d'ailleurs, même des enfants qui peuvent pleurer à évoquer le bâtiment et le fait que demain ils en partent. Racontez-nous un petit peu quelques témoignages que vous avez pu recevoir. Je pense qu'en fait, et ce qu'on peut rajouter, c'est que nous sommes arrivés dans le début de la résidence, donc en septembre 2020, coïncidait avec l'arrivée des premières grues du chantier dans le quartier. Donc on est arrivé à un moment où tout d'un coup le projet de rénovation urbaine, mais en fait c'est plus radical que de la rénovation, c'est de la démolition, reconstruction, le projet devenait tout de suite très concret pour les habitants, puisqu'il y avait un chantier qui commençait à se mettre en branle juste sous leurs fenêtres. Donc forcément, nous, quand on est arrivé, ça a créé un sentiment de désarroi et d'incompréhension, parce qu'on arrivait en même temps... Ça a acté les choses un petit peu. Ça actait les choses, effectivement, ça devenait concret. Pour certaines familles, c'était de l'ordre encore de l'hypothèse ou de quelque chose d'assez lointain pour elles. Surtout pour des personnes d'un certain âge qui pensaient que le projet arriverait sans doute, mais après leur mort, donc elles auraient le temps de voir venir les choses. Or, en fait, le projet était très concret, commençait, le projet les travaux commençaient. Donc on est arrivé à ce moment-là de l'histoire du quartier. Et donc forcément, les familles étaient dans cette incompréhension pour beaucoup. Elles nous en ont fait part, elles nous faisaient part de leurs craintes, mais en même temps de leurs espoirs. Et c'est ce qu'on voit aussi, je pense qu'on va le voir dans un des extraits, c'est que, en fait, pour certaines familles, elles se disent, elles sont face à ce non-choix, parce qu'elles n'ont pas décidé du projet de démolition totale du quartier. Il n'y a pas vraiment eu de concertation, en fait, la parole a été... la décision était un peu actée, et puis la municipalité et le bailleur ont fait de la médiation, mais il n'y a pas eu de prise de décision possible de la part des habitants. Et donc, les familles, face à ce non-choix, malgré tout, essaient de se projeter et de se dire peut-être qu'on aura du mieux. Et du coup, peut-être qu'on aura un balcon, peut-être qu'on n'habitera plus au rez-de-chaussée. Etc. Donc, le film se situe exactement sur cette ligne-là, ouais. Cette entre-deux-vie, celle qu'on quitte, qu'on connaît, et celle qu'on quitte, qu'on connaît, et celle vers laquelle on va et qui est remplie d'espoir et en même temps de doute et de crainte. C'est ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve, c'est dit un moment d'ailleurs, je crois. Ouais, exactement. Je pense que le cœur du film, ça reste la question de l'impact d'une décision politique sur le quotidien des familles. Mais sur ce que vous disiez à l'instant, Adam Pugliese, par rapport à le mieux qui peut être attendu de l'autre côté, c'est voyant que non, ils n'auront pas de balcon dans les bâtiments d'en face, que non, que oui, ils vont se retrouver en rez-de-chaussée alors qu'ils aimeraient habiter en étage, c'est ça qui va amener toute cette crainte, toute cette... je parlais de répulsion, mais parce que vraiment on sent que c'est quelque chose d'assez viscéral à ne pas vouloir quitter le logement. Oui, et en même temps ça va au-delà de la question de l'architecture. Et je pense, et c'est d'ailleurs ce que le bailleur et la mairie ensuite nous ont dit une fois que le film Parce que des balcons, il y en aura, c'est ça. Certaines familles pardon, auront des balcons. Des familles auront des balcons, oui, bien sûr. C'est au-delà de cette question-là. Oui, ça va au-delà de cette question-là, et je pense que c'est effectivement ce que le bailleur et la municipalité n'avaient pas forcément anticipé dans le projet. C'est la question sociale, en fait. C'est que oui, on reloge les familles, on les reloge sans doute dans du mieux, dans des logements mieux isolés, acoustiquement plus qualitatifs, etc. Mais toutes les familles perdent le lien qu'elles ont créé pendant presque, pour certaines, une quarantaine d'années. Et même certaines familles qui sont là depuis 10 ans, en fait, en 10 ans, on construit énormément de liens avec ses voisins, avec son voisinage. Il y a des familles qui... il y a des parents qui habitent, leurs enfants ont pris un appartement à côté. Et puis il y a beaucoup de personnages de votre film qui semblent être issus de l'immigration, qui sont originaires soit eux, soit leurs parents d'un autre pays que la France. Ça amène la fille d'une des habitantes à dire à sa mère, j'ai noté cette phrase, une fois de plus, elle va être déracinée. C'est ça un petit peu ce que vous nous dites, c'est que particulièrement, en tout cas les gens que vous nous montrez, ils ont pu, pour certains, déjà subir des déracinements. Là, quitter ce logement avec leur relation de voisinage, c'est un déracinement. Je pense que le film aussi
révèle cette notion du prendre soin de son lieu de vie, prendre soin de son voisinage. Et moi, il y a un moment pendant le tournage qui m'a beaucoup marqué, c'est une des habitantes, Madame Shaw, qu'on va suivre jusqu'à son déménagement, qui sait pertinemment que son logement va être démoli et qu'il y aura de la poussière partout, bref, mais qui prend soin de nettoyer avant de partir. Elle prend soin de passer le balai, elle prend soin de quitter son lieu de vie, elle a habité là pendant 45 ans, et elle prend soin de le laisser propre. Et je trouve que cette notion-là révèle beaucoup dans l'approche qu'ont eu les familles sur ce lieu de vie. On va regarder un petit extrait, comme ça on continue la discussion en pouvant se référer aussi à ce petit passage. Voilà, la difficulté, la peur de quitter son logement, on va le voir tout de suite à l'œuvre. Madame Nouri, est-ce que vous seriez disposée quand même à visiter le logement? Non, même je Pas du tout. Pas du tout. D'accord, vous êtes Même catégorique. avant-hier, avec mon fils là, qui a fait un peu là, voilà. Ouais, Moi, j'aime pas faire ça. Il m'a dit, allez, je dis non, s'il te plaît. Déjà maintenant, j'ai le cœur qui bat. D'accord. Ok. Que le rez-de-chaussée, je Ça marche. n'accepterai D'accord. jamais. Même Peu pour les- importe l'endroit, vous voulez pas de rez-de-chaussée? Non, 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 non. Alors, donc, du coup, Voilà. 2 est-ce ans, que- j'attendais le manet avec impatience. Ouais, j'ai rêvé le balcon avec on impatience. vous connaissez. 25 ans dans le bâtiment, j'ai rêvé un Alors, balcon. madame, À la ouais. fin, je me trouvais comme une cave pour moi. C'est une Alors, cave. Madame Nouri, vous connaissez notre problématique par rapport au T4. On vous l'a exposé lors de la réunion. Sur les bâtiments H, E et C, vous êtes 14 ménages à vouloir un logement de type 4. Sur Manet, on a 5 logements de type 4. Oui. dont Donc, un au c'est- rez-de-chaussée. Dont Le un au per- rez-de-chaussée qu'on vous propose. Personne Donc, ne veut un logement au après- rez-de-chaussée. hein. Voilà, c'est personne. difficile. Comment moi je veux l'accepter? On va dire un mot de les dames, en l'occurrence ce sont des dames qu'on a en face, qu'on ne voit pas là, dans l'image et qu'on ne verra pas tout le long du film si je ne dis pas de bêtises, dont on entend une certaine bienveillance tout de même, enfin en tout cas on le voit au fur et à mesure des extraits, il y a en tout cas une volonté de ne pas brusquer les personnes en face d'elles, et en même temps ce qu'elles disent est tellement différent des attentes des personnes en face. Enfin, même avec la meilleure volonté du monde, la médiation, elle ne pourra pas tout faire. En fait, il y a vraiment le programme derrière qui ne convainc pas les habitants. C'est ça, je pense qu'on a voulu apporter de la nuance, dans le sens où ce n'est pas les bons contre les méchants, que le bailleur ici, en tout cas les personnes qui sont en contact avec les habitants font de leur mieux. Le constat est qu'elles sont peu. Il n'y a que quelques personnes qui gèrent le relogement face à ces nombreuses familles. Donc le constat est celui-ci. Après aussi, ce sont des personnes qui appliquent évidemment des mesures qui viennent de plus haut, on va dire. Et donc voilà, elles, c'est leur travail. Elles essaient de faire au mieux, c'est ce qu'on constate. Après, ce que révèle cet extrait, c'est que la famille Nouri qu'on voit là chez le bailleur a stipulé dans les entretiens de relogement qu'elle ne souhaitait pas de relogement au rez-de-chaussée. Et ce qu'on lui propose, c'est un relogement au rez-de-chaussée. Donc forcément, ça crée de la colère, une incompréhension et de la sensation de ne pas avoir été écouté. Et Ouais, et puis parce que je pense qu'en fait tout est à revoir dans, en tout cas nous, ce dont on a été témoin, c'est que en fait on produit du logement social sans réellement comprendre qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on construit, quel plan on propose. On fait des... En fait, même, c'est du logement standardisé. C'est comme des produits, en fait. Même le logement social devient un produit. C'est une sorte de des résidences qui sont construites sans vraiment prendre en compte les besoins des habitants, sans se projeter sur, en fait, comment on pense demain des logements qui soient adaptés aux besoins des familles. Comment on pense des logements qui, effectivement, peut-être que on n'a pas envie d'habiter face à un local poubelle au rez-de-chaussée ou face à une rampe de parking. Donc en fait, est-ce qu'on n'a pas moyen de réfléchir différemment? Donc tout ça, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est sûr. Mais en fait, à la fin, on aboutit à des projets dans lesquels sans doute les familles sont beaucoup plus heureuses d'aller déménager, d'emménager, de se projeter aussi. Puisque là, en fait, on ne crée pas de désir. En tout cas, ce n'est pas ce que les familles ont
ont eu le sentiment d'avoir de désir à déménager, puisque finalement ce qu'on leur proposait d'un point de vue qualitatif ne répondait pas à ce qu'elles vivaient dans le quartier dans lequel elles étaient, où elles se projetaient beaucoup plus facilement. Restez bien avec nous, tous les deux, tout au long de la journée d'études, parce que cette question précisément, je pense qu'elle va être traitée notamment en début d'après-midi. On va présenter des projets aussi, et la manière dont on peut individualiser aussi des réponses à des demandes de logement collectif. Maxime Faure. J'allais ajouter à ce que disait Adam, le film pose la question de la hauteur, et de cette hauteur qu'on voit de moins en moins dans les nouveaux projets de logement collectif. À savoir, on a une famille qui nomme, voilà, moi j'habite au 6e, je ne veux même pas habiter au 3e ou 4e, moi je suis bien au 6e, c'est là que je me sens bien. Et voilà, ce qu'on n'a peut-être pas aussi nommé, c'est que c'est un quartier qui se situe au bord d'une rivière, à 2 pas d'une forêt, au pied d'une montagne. On est dans un cadre avec un point de vue exceptionnel sur la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, un point de vue qui n'existera plus aussi, parce que le quartier va disparaître. Donc voilà, c'est cette question-là aussi que pose, en termes d'usage en fait, d'un bâtiment et en termes de point de vue, cette hauteur-là, voilà ce qu'elle permet, et elle est appréciée en tout cas par les familles qui ont habité ce quartier. Et puis même, c'est aussi la disparition, mais c'est pas que, je pense que c'est pas que spécifique à ce quartier-là, c'est un peu partout en France. En fait, on est en train d'assister à la disparition progressive des quartiers de logements sociaux, des grands ensembles, ou en tout cas de leur restructuration à très grande échelle. C'est un peu la fin c'est un peu ce que la présentation précédente nous montrait, une sorte d'utopie. C'est la fin d'une utopie qui est remplacée par une nouvelle, qui est celle de la résidence plutôt standing, avec un accès sécurisé, individualisé au logement, la possibilité d'avoir accès à un balcon, donc à son propre espace extérieur individuel à son logement, mais au détriment, et c'est ce qu'on a expérimenté, d'espaces collectifs communs, partagés, des espaces verts beaucoup plus généreux que ce que l'on trouve maintenant, c'est-à-dire que finalement l'opération de logement se dédouane un peu de l'opération de l'espace public, et ce qui fait que elle se retrouve amenuisée comme peau de chagrin, et il ne reste plus rien pour les familles pour avoir des espaces collectifs. Donc en fait, les gens se retrouvent isolés. C'est un peu aussi ce qui, pour finir peut-être, mais même sur les questions d'attribution du logement, ça peut paraître logique et évident, mais en fait, quand on l'a vécu, quand on l'a expérimenté, quand les familles nous le racontent, effectivement, c'est un drame. Des familles qui sont arrivées, pour certaines dans les années 70-80, avec 2, 3, 4 enfants, avaient un T4. Aujourd'hui, ces familles, les enfants sont partis, se retrouvent soit en couple, soit des femmes, pour beaucoup veuves, dans le quartier, mais restent locataires d'un logement de type 4, donc avec possibilité d'avoir plusieurs chambres. Aujourd'hui, dans le cadre du relogement, elles sont relogées, mais on ne propose pas, on réétudie entre guillemets leur situation familiale, et elles se retrouvent, donc si la personne est veuve, à du coup devoir obtenir juste un T2, donc une seule chambre. Mais ce qui fait qu'en fait, ça isole socialement aussi la personne, parce qu'avant, elles avaient l'habitude d'accueillir les week-ends, pendant les vacances scolaires, tous les petits-enfants, les enfants, parce que l'appartement était grand et était support de tout ce regroupement familial. Aujourd'hui, ces familles ne peuvent à peine voir leurs petits-enfants le temps d'une après-midi pendant les vacances, parce que les enfants ne peuvent pas rester. Et ça, c'est fondamental pour comprendre le drame aussi qui est en train de se jouer, mais à l'échelle aussi nationale, sur le renouvellement urbain. Mais ça, c'est la force de votre film. D'autres films aussi, il y a toute une filmographie, bibliographie qui documente ce type d'opération et ce que ça implique dans les vies des uns et des autres, vraiment à l'échelle individuelle. Et voilà, la force notamment de votre film, c'est de montrer ça, de montrer combien pour chacun, qu'est-ce que ça implique, ce changement-là. On va terminer sur un dernier extrait. Vous parliez tout à l'heure, Maxime Faure, des usages au sein du bâtiment. Et c'est vrai que votre film montre ça aussi, comment on habite un bâtiment. Ça se retrouve dans des gestes quotidiens évidents, des gens qui regardent à la fenêtre. Il y a pas mal de gens, à 2-3 reprises, on voit des habitants qui regardent à la fenêtre, et effectivement, le paysage s'y prête aussi particulièrement. Ça se retrouve en tout cas, la manière dont on habite le lieu,
par voilà, des habitudes, presque des manies. On va retrouver Fatia, qu'on voyait juste avant chez le bailleur social. On va la retrouver, elle nous présente son cagibi. Là, tu vois, il y a le sopa là. Il y a papier toilette. Il y a sif bong là pour nettoyer. Ça, c'est la soupline. Après, là, il y a ma réserve. Il y a des tomates concentrées entières, les pâtes, les olives, l'huile d'olive, le lait, le chocolat, la farine, le sucre. Et un peu de tout. Comme ça, je ne cours pas vers les magasins. Il y a le café. Et voilà. Il y a la semoule. Et ça illustre, ça illustre aussi la question de l'espace, effectivement. Et on le voit, ce cagibi, et ce n'est pas forcément une pièce qui va être inévitable dans le cadre d'un logement dans l'autre quartier, celui d'en face. Et effectivement, on comprend bien que ça participe tout à fait voilà, au quotidien de Fatia. Oui. C'est une cuisine fermée aussi, ce qu'on voit là. Et cette question de la cuisine a été le lot de beaucoup de tensions aussi dans le processus de relogement, parce que Dan parlera peut-être mieux, mais c'est la question de la cuisine aujourd'hui, elle n'existe plus, la cuisine fermée. Maintenant, je te laisse la parole, parce que d'un point de vue architectural, tu expliqueras mieux. Ça marche là ? Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que la question du... En fait, pour beaucoup de familles, la question de l'espace du repas, de la préparation du repas est très importante, parce que on voit en fait même beaucoup de familles, là on voit la cuisine de cette famille complètement aménagée. Enfin, c'est-à-dire que c'est les locataires aussi qui ont fait des travaux il y a quelques années pour beaucoup pour aménager leur cuisine. Enfin voilà. Il y a aussi tout ça qui part quand on démolit un bâtiment, c'est que les familles ont engagé des frais parce qu'on ne leur avait pas annoncé que le quartier allait être démoli. Le quartier avait fait l'objet d'une rénovation à la fin des années 2000, il me semble en 2005 ou 2006. Donc il y avait une rénovation un peu, parce que voilà, ça arrivait à la fin de sa première vie. Le quartier, depuis les années 70, avait quand même subi, surtout sur les questions d'isolation, de menuiserie, de sanitaire, etc., ça avait été rénové. Et il y avait une quinzaine d'années, le quartier avait été rénové en partie. Donc les familles se projetaient, en fait, se disaient, la question de la démolition n'avait pas été pour eux une option. Et donc beaucoup de familles ont investi du temps, de l'argent dans l'entretien, dans l'aménagement de leur logement. Et c'est ça aussi qui part avec le chantier de la démolition. Et du coup, c'est vrai qu'on dit, oui, on fait la cuisine ouverte, bon voilà, ça peut poser problème, etc. Si à la limite c'était une cuisine ouverte, enfin, on a visité des opérations du coup qui ont été construites, des opérations de logements sociaux qui ont été reconstruits pour accueillir les familles qui vont être relogées. Mais en fait, c'est pas uniquement dans le logement privé encore. Dans le logement privé, ça se fait. Donc en fait, c'est de la cloison qui tombe en fait entre les deux espaces, du salon et de la cuisine. Mais là, en fait, on assiste, vraiment, c'est flagrant à la disparition totale de la cuisine. En fait, c'est pas la cuisine ouverte, c'est la cuisine est reléguée à un bout de kitchenette dans un angle du salon. Où on doit essayer de caser sa gazinière à côté du canapé et du frigo. Et vraiment, ça, pour le coup, ça a été, je pense, le plus grand choc pour les familles qui ont visité les appartements, c'était d'assister à la disparition de la cuisine dans ces nouveaux logements. Elle est où la cuisine, en fait, c'était la question. Enfin, il y avait des familles qui cherchaient la cuisine. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer, et en fait, qui est terrible, parce que
ça va fabriquer encore des tensions sociales et de l'incompréhension entre certaines familles. C'est que, du coup, alors oui, il n'y a plus la cuisine, il y a un balcon. Pour beaucoup, elles ne se voient pas cuisiner, faire de la cuisine dans leur pièce à vivre, dans le salon. Donc, la cuisine se déporte sur le balcon. Parce que c'est la seule manière pour elles de pouvoir cuisiner de manière sensée pour elles dans leur logement. Donc, en fait, on fait un peu du logement, je trouve, en dépit du bon sens, parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir on fait comme on sait faire, comme on veut faire, et sans écouter les attentes, les besoins. Et il ne suffit pas de grand-chose, en fait. Mais ça permettrait de faciliter des choses et d'anticiper beaucoup plus les attentes des familles, je pense. Merci en tout cas et d'être avec nous et de nous avoir offert ce témoignage par le biais de ce film. Je précise, et pardon s'il y a quelques frustrations de questions de public que vous auriez aimé pouvoir poser aujourd'hui à Adam Pugliese et Maxime Faure. On vous retrouve demain au Cinéville. On va pouvoir voir le film en entier et ensuite, dans le cadre d'une rencontre, vous allez pouvoir parler peut-être un petit peu plus longuement et avec une plus grande interaction. Je précise que c'est Marie Crabier, la journaliste Marie Crabier, qui animera cette discussion, en présence également de Stéphanie Touminet de Lorient Habitat et de José Villot, le président de la Maison de l'Architecture de Haute-Savoie. Et puis voilà, le film n'est pas disponible sur Internet, donc autant venir demain. Il faut venir demain matin. Voilà, exactement. Merci beaucoup, merci encore et à demain alors.